L'État est intrinsèquement totalitaire. Il n'y a pas des États totalitaires et des États démocratiques. Il y a des potentialités et on est déjà dans des versants totalitaires de notre État. Le système capitaliste est un système extraordinaire. Et je dirais que s'il meurt un jour de quelque chose, ça sera peut-être précisément d'avoir trop réussi. Je crois que le système capitaliste est parvenu à réveiller tous les fantasmes les plus archaïques que toute culture, quelle qu'elle soit, avait toujours pour fonction de canaliser. Le culte de la toute-puissance, l'idée d'un monde sans limite, peut-être le désir d'avoir un clone. C'est-à-dire que là où toutes les cultures avaient finalement mis des distinctions, par exemple entre les humains et les objets, entre les adultes et les enfants, eh bien notre société, c'est une société qui repose sur une sorte d'indifférenciation. Et finalement, je veux dire, on pose une sorte de principe d'équivalence qui est l'argent, hein, tous définis par l'argent. Et on n'est pas simplement dans la marchandisation. Bien sûr qu'il faut dénoncer la marchandisation, mais en réalité, on est même dans ce qu'on pourrait appeler la vénalisation. C'est-à-dire que le secteur marchand, la société marchande, elle avait toujours accepté dans ses marges, je dirais, une part de gratuité. Hein, que cette gratuité soit prise en charge par les religions ou qu'elle soit prise en charge par l'État. Or, aujourd'hui, notre société capitaliste en est arrivée à un tel point qu'elle refuse toute gratuité. Réduction de la surconsommation, de l'empreinte écologique, du gaspillage. Et alors je voudrais attirer l'attention aussi sur une réduction extrêmement importante, à mes yeux, c'est la réduction du temps de travail. Alors ça paraît un peu indécent, après une campagne électorale où la gauche n'a même pas réagi à ce qui était l'un des slogans porteurs de la droite, travailler plus pour gagner plus. Non seulement il s'agissait d'un piège, mais c'était même quelque chose d'un peu obscène. Donc on pense qu'à toute la souffrance qu'engendre la forme actuelle du travail salarié dans les sociétés modernes et dans la société française en particulier. En plus, on accuse souvent les partisans de la décroissance de ne pas s'occuper du problème du chômage. Je crois que la solution du problème du chômage passe d'abord par une réduction massive du temps de travail. C'est fondamental pour donner à tous le minimum de travail, puisque dans les sociétés modernes, en tout cas, les moyens de subsistance passent d'abord par là. Mais c'est encore plus important, je crois, pour redonner du loisir et retrouver les autres dimensions de la vie. Alors on a complètement écrasé, annihilé au moins 3 dimensions importantes. La vie contemplative, c'est-à-dire la part qu'on peut consacrer à la méditation, au jeu, aux rêves, pour les croyants à la prière, enfin bon. Et puis la vie politique, hein, la praxis, ce qui pour les sociétés anciennes était la dimension fondamentale de la vie, hein, être citoyen dans la cité, et ça suppose beaucoup de temps. Et puis la poésie, c'est-à-dire la transformation de la nature dans l'art, dans l'artisanat, se réaliser à travers quelque chose. Et il est certain que très peu, dans les conditions de la vie moderne, très peu peuvent se réaliser vraiment dans le travail. Le mouvement ouvrier, fin 19e siècle, il y a ce qu'on appelle la figure du sublime. Les sublimes, c'est ces ouvriers professionnels hautement qualifiés qui choisissent de ne travailler que ce qui est strictement nécessaire pour couvrir ce qu'ils estiment être les besoins indispensables. Et comme ils font la fête le dimanche, eh bien, ils pratiquent ce qu'ils appellent la Saint-Lundi, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bosser le lundi. Et je dirais qu'on a totalement perdu ces références. C'est-à-dire que nos formes de résistance à l'exploitation et à la domination, nos formes de résistance au capitalisme ont finalement entretenu le système. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux salariés qui revendiquent effectivement le SMIC à 1 500 € brut ou net tout de suite. Mais je dirais qu'être décroissant, c'est pas ça. Être décroissant, précisément, c'est vouloir sortir de cette logique. C'est se rendre compte qu'on est forcément dupe. C'est pas dans le toujours plus qu'on y arrivera. Parce que non seulement c'est complètement vain, parce qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie, mais qu'en même temps, on crée les conditions de notre propre aliénation. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine, dans ce moment-là, je dirais tout simplement, de la soumission volontaire.
arrêter de répéter, y compris parmi nous, d'employer des termes comme environnement. Pour moi, c'est un des termes les plus cons qui soient, tu vois. C'est un Indien des plaines qui dit environnement, c'est ce qui reste quand on a détruit la nature. Parfait, tu vois. Mais il a raison. Il a raison, tu vois. Comme si on était extérieur à la nature, bien sûr que non. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a autour de nous. C'est vrai qu'on s'est déconnecté. On passe les 3/4 de notre temps soit dans une voiture, soit dans une maison, ou quand on sort dans la nature, c'est sur des cheminements bien tracés. Et on met toujours des distances. Donc on se réapproprier notre place dans la nature et essayer de comprendre qu'on en fait partie et que non pas elle est là et que nous on est derrière. Les marxistes, qui ont été par ailleurs aussi des grands propagandistes de la théorie de l'évolution, auraient dû le savoir que nous ne sommes pas sortis de la cuisse de Jupiter, mais que nous sommes finalement les bonobos sont nos cousins. Il y a quand même des gens qui ont des responsabilités plus fortes que d'autres. Il y a des gens qui trouvent des intérêts immédiats très importants dans cette logique. Donc on ne peut pas dire, par exemple, que Monsieur Édouard Leclerc, qui participe de manière très extrême au développement du système capitaliste, du système ultra-productiviste, ait la même responsabilité que la caissière qui va pâtir de cette folie, qui travaille dans son magasin. Mais en même temps, il est vrai aussi qu'une large partie de nos concitoyens, de toutes les classes moyennes, aujourd'hui, se satisfont quelque part de cette logique, même s'ils en sont aussi les victimes. Même Engels disait que l'Angleterre avait réussi finalement à avoir non seulement une bourgeoisie bourgeoise et une aristocratie bourgeoise, mais même un prolétariat bourgeois. Bon, alors, dit autrement, ça veut dire nous sommes, et c'est encore plus vrai lorsque l'idéologie passe par la consommation réelle et journalière, nous sommes devenus des toxicodépendants de la croissance. Alors, dans le problème de la drogue, il est double. Il y a les drogueurs et les drogués. Alors, les drogueurs, c'est important. Il ne faut pas voir que, et c'est très important. Bon, ils se sont réunis maintenant dans un grand lobby qui est le World Business Council for Sustainable Development, c'est-à-dire Conseil mondial pour le développement durable, qui regroupe tous les pollueurs de la planète. Vous avez Monsanto, Novartis, Nestlé, Total Felfina, Ronde Poulain, ils y sont tous. Bon, General Motors. Bon. Alors ça, évidemment, eux, ils se battront jusqu'au bout pour conserver leurs privilèges, leurs stock options, leurs avantages de toute nature, leur pouvoir. Bon. Mais il y a les drogués. Les drogués, ils ont la propriété d'entretenir le système parce qu'ils vont continuer à fréquenter leurs dealers plutôt que d'entreprendre une cure de désintoxication. Les drogués, ce sont nous. C'est-à-dire la consommation, ce n'est qu'un problème d'état de manque. Quand on arrive à faire croire à une société qu'ils n'auront pas tous la PlayStation numéro 3 pour Noël, qu'on leur fait faire la queue devant les magasins, alors qu'on les a fabriqués pour ça, et qu'on crée un faux manque pour t'obliger les gens à faire la queue toute la nuit pour avoir la PlayStation Noël, ils sont forts. La consommation, c'est bien un problème d'angoisse. C'est pas l'objet en lui-même, parce qu'une fois que tu l'as, il faut que tu la fixes ailleurs. Mais c'est pareil dans l'anxiété. Moi, je dis souvent aux infirmières et tout, quand les gens sont très, très angoissés, ils nous fixent l'angoisse sur quelque chose. Mais si tu réponds à ce problème, ils la déplacent immédiatement. Ils te disent, et vous avez appelé l'ambulance? Ah oui, l'ambulance. Oui, on a appelé l'ambulance. Et vous, donc, ils nous le déplacent sans arrêt. C'est pour ça qu'il faut travailler en amont. Parce que quand tu travailles sur les symptômes, tu t'y épuises. Donc, tu peux consommer tant que tu veux, tu vas pas créer et calmer ton angoisse, puisque c'est un piège.